Vous avez vu ces beaux alignements, les amis? Eh bien, ce sont les alignements de Kermario. Ils font partie, je pense, de mes préférés à Carnac, les amis. Donc aujourd'hui, on va en faire le tour. Malheureusement, on n'y a pas accès. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura déjà beaucoup de choses à raconter. Vous allez voir, les pierres ici sont toutes assez étonnantes au niveau de leur forme et de leur taille. On fera un arrêt un peu plus loin là-bas, où il y a 3 beaux menhirs que je vais vous présenter. Alors pour l'instant, on va commencer notre périple par les petits alignements de Touchignan qui étaient derrière nous. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à découvrir ici. Allez les amis, c'est parti, on y va. Comme je vous disais, on reprend la visite depuis la fin de l'alignement du Mennec situé à 400 mètres de celui de Kermario, car j'ai 2 ou 3 choses intéressantes à vous montrer. L'eau ressort du sol tellement qu'il a plu ces derniers mois. Il y a de véritables tourbières qui se forment. Et sachez que déjà, au néolithique, ces tourbières existaient sûrement. Et ça expliquerait aussi pourquoi des fois ces alignements se terminent et reprennent un peu plus loin. On pourrait croire que la zone est vide de stèles, mais on en retrouve pourtant une bonne dizaine tout au long du chemin. Elles étaient probablement plus nombreuses à l'origine et devaient former un lien entre les deux alignements. Alors regardez, nous on est là, on a déjà fait tout le tour de ceux-là. On voit un trou ici, mais comme je vous ai dit, peut-être qu'il manque quelques menhirs qui faisaient le lien. Donc là on verra un dolmen. Ici on fera un arrêt parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a 3 menhirs intéressants à vous montrer. Et puis on continuera le petit tour les amis. Regardez, encore beaucoup d'eau. Ici on voit bien que ça forme comme une tourbière. En janvier 2025, la zone était d'ailleurs carrément inondée. Encore une fois, ce marécage en formant une séparation physique entre les deux alignements pourrait expliquer le faible nombre de stèles ici. Allez, on continue, on commence à voir les alignements. Ça c'est ma fidèle Titine qui m'attend sur le parking. On va aller voir quand même parce que j'ai vu quelques blocs en passant. C'est des menhirs, c'est des blocs assez imposants. Alors effectivement ils sont tous couchés. Ouais, c'est vraiment 3 gros blocs. Ils sont tous à peu près identiques je dirais. 2,50 m de haut. Sûrement que celui-là est un peu cassé. Je passe vite dessus, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ces beaux menhirs car elles sont plutôt intrigants. On a peut-être ici les traces d'un alignement aujourd'hui disparu. Quand vous voyez un petit peu ces marques là sur les cailloux, bien ça c'est la phase d'extraction. C'est la phase qui était collée à un autre bloc. Et en fait quand le bloc a cédé, ça a créé toutes ces micro-fissures qui depuis se sont remplies de mousse et de terre. L'énergie de la pierre semble déformer les arbres. Il est très joli celui-là. Je vais faire une photo. Et puis on va continuer sur ces fameux alignements de Kermario. On commence la visite de l'alignement de Kermario, le plus grand de Carnac si on considère que le tertre du Magno en faisait partie. Aujourd'hui, on va seulement faire le tour de son secteur occidental où l'on retrouve les plus grandes stèles comme pour le Mennec. Ces deux alignements sont d'ailleurs assez similaires, même si le terrain est ici beaucoup plus vallonné. Long d'environ 1100 mètres de long et orienté sud-ouest-nord-est, Kermario compte près de 1000 menhirs répartis au départ sur 10 fils. Le nombre de celles-ci diminuant légèrement au fur et à mesure que l'on progresse vers l'est. Mais comme d'habitude, les destructions ont été nombreuses, certaines parties ayant servi de carrière, et il fut classé monument historique en 1889. Donc ceux-là sont vraiment très impressionnants. Ici on a l'impression d'être un peu au bout des alignements du Mennec, avec que des grandes pierres. Et on peut remarquer quand même que visiblement il n'y a pas d'enceinte circulaire ici. C'est James Mill qui, en 1877, étudia en premier le site et procéda également aux restaurations. On considère toutefois que celles-ci ont été un peu abusives car Mill déplaça et rajouta certaines pierres pour reconstituer plusieurs fils. À l'emplacement hypothétique de l'enceinte terminale, Mill mit au jour les vestiges d'un établissement romain, certainement construit grâce à des menhirs. Le résultat de ces fouilles est d'ailleurs visible au musée de Carnac. En tout cas, ces menhirs ont tous des formes plutôt étranges. Regardez celui-là en pointe. Sûrement aussi qu'il a été cassé. On voit
un autre bloc énorme ici. Alors celui-là, on dirait qu'il faisait partie d'un menhir et qui s'est décroché avec une faille naturelle. Et on continue notre petit tour. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les roches sont assez inspirantes. Elles ont des formes tout à fait particulières quand même. Et les blocs sont vraiment gigantesques hein, ici. On est sur du 3-4 mètres de haut. Des blocs aussi d'entre 10 et 15 tonnes. Regardez celui-là. Menhir un petit peu avec une forme typique à la Obélix, on va dire. Très joli. Hein. Cet énorme bloc au milieu, on dirait une table. Hein. Difficile à dire si c'est un menhir ou pas. Et on a l'impression quand même qu'il s'est décroché d'un autre bloc. Il venait du bloc ici en fait, qui a l'air d'avoir pas mal souffert. Si ce bloc était collé à celui à côté, eh bien, les amis, c'était, je pense, le plus grand et le plus imposant menhir de Carnac ici. Regardez un petit peu ce bloc qui doit faire 5 mètres de haut pour 3 mètres de large. Il doit facilement peser dans les 15 tonnes hein, celui-là. Alors l'année dernière, je m'étais déjà arrêté sur ce caillou. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et vu ses coulures sur le sommet, peut-être que sa pointe était ici et qu'il était enterré plutôt de ce côté-là. En tout cas, celui-là, c'est aussi un des blocs très impressionnants. Donc, regardez aussi, on voit bien la phase d'extraction ici. Donc avec ces cassures, c'est toutes ces petites brèches hein, qui se sont formées au moment où on a extrait la pierre en fait. Je pourrais rester des heures, je pense, à vous commenter chaque caillou, vous commencez à connaître. C'est vrai qu'il y a certains menhirs, j'aime beaucoup m'attarder dessus. Et ça, c'est vraiment un alignement où je regrette de ne pas pouvoir aller parce que je vous avoue que le bout là me fascine complètement. Alors vous pouvez aussi constater que la taille des menhirs est en train de diminuer au fur et à mesure. Ici, on était sur du 4-5 mètres de haut. Donc des menhirs pas du tout à taille humaine. Et quand on continue, hein, on voit que petit à petit leur taille diminue. Ici on est plus sur du 2 mètres, 2 mètres 50. Regardez, il y a le gardien du site là-bas. On dirait une corneille. Donc on a peut-être ici la réincarnation de Saint Cornélie les amis. Parce que Cornélie aussi, son autre nom c'est Saint Corneille. Alors, hein, je vous parlais que la taille des menhirs diminuait petit à petit. Et vous pouvez remarquer que leur taille diminue aussi en fonction de l'élévation du terrain. Regardez ça, le terrain commence à redescendre de ce côté. Et la taille des menhirs diminue aussi. Donc ça donnait sûrement un effet de perspective. On avait, quand on était au début de l'alignement là-bas, on avait l'impression que les blocs au fond étaient beaucoup plus grands. Regardez là-bas en plein milieu, un menhir plutôt typique, avec sa belle tête arrondie. Il a l'air complètement arrondi d'ailleurs le menhir. Alors c'est peut-être complètement le hasard hein, si ces blocs ont pris cette forme. Ça peut être tout simplement au moment de l'extraction. Mais peut-être que les bâtisseurs y ont vu une forme particulière. Peut-être qu'ils ont eu l'impression qu'au moment d'extraire le bloc, eh bien, peut-être qu'un esprit s'était manifesté à eux et s'était incarné dans la pierre. Et que comme moi, ils y ont vu des formes humaines et ils ont peut-être décidé de mettre un petit peu ces menhirs en valeur dans la file finalement. Je pourrais rester des heures ici les amis. Et on continue le petit chemin balisé. Regardez d'ailleurs, il y a plein d'autres blocs ici. Donc sûrement que ça faisait partie aussi de l'alignement, hein, tout ça. Donc il était peut-être plus large. Ou alors peut-être que c'était une sorte de porte d'entrée ici, hein, qui menait peut-être à une sorte de tumulus ou à ditombe qui allait dans cette direction. Parce que comme vous pouvez constater, on est quand même à angle droit avec l'alignement. Hein. D'ailleurs, on voit que ça forme
une sorte d'espace vide ici. Peut-être que ces blocs étaient en fait ici aussi à l'origine, vous voyez. Peut-être qu'ils ont été déplacés au moment des réaménagements. On pourrait y voir aussi un ancien dolmen ici. Je vous parlais de ces érosions sommitales. C'est ces coulures, hein. L'eau qui tombe sur le sommet depuis que le menhir a été dressé, et qui a formé un peu ces chenaux, hein, au fur et à mesure du temps. Qu'on n'a pas du tout des blocs joints ici, hein, comme d'habitude. Hein. Des blocs voilà, séparés par une courte distance et qui ont l'air un petit peu de se rapprocher au fur et à mesure aussi qu'ils perdent en taille. La taille diminue encore. On voit ici, je dirais, comme une sorte de démarcation avec le petit chemin. Et d'un seul coup, boum, vous voyez, des menhirs même plus à taille humaine, beaucoup plus petits en fait. On a quelques menhirs encore ici, un petit peu plus grands. On a l'impression d'ailleurs que c'est la file du milieu hein, qui est un petit peu plus grande. Peut-être les 2-3 fils au milieu de l'alignement. Et les autres menhirs, hein, c'est des blocs qui font à peine 1 mètre de haut, 1 mètre, 1 mètre 50. Même par environ 3 ou 4 personnes, vous pouviez déplacer un bloc comme ça. Hein. Ici, on a toujours des menhirs avec des formes un peu particulières. On a celui au milieu là, qui est plutôt sympathique, je dirais. Avec cette sorte de forme en pointe. On pourrait y voir un peu un visage ici. Peut-être que ce menhir a été cassé hein, d'ailleurs, parce qu'on voit des fragments à son pied. Donc il n'était peut-être pas comme ça à l'origine, ce menhir. Il y a ces gardiens du menhir, ces 5 beaux moutons. Il y en a un qui est complètement en vénération devant le menhir. Je pense qu'il a l'impression que c'est son berger. C'est plutôt amusant. Il est resté un long moment à fixer le menhir devant lui, complètement bloqué dessus. Il y a eu mon gros, en adoration devant l'idole, le berger de Carmario, on va l'appeler lui. On a aussi un joli menhir là en plein milieu. Donc encore une fois, voilà, encore au milieu, il est un peu plus grand que les autres. C'était peut-être un marqueur précis pour quelque chose. Hein. On pourrait peut-être aussi voir un petit peu une figure humaine. Donc peut-être plusieurs figures humaines hein, au milieu de ces alignements. Et voilà, hein, toujours des menhirs très très petits ici. Vous verriez un morceau comme ça au milieu de nulle part dans la forêt, ce serait impossible de dire si c'est un menhir ou un bloc erratique. Des petits murets de pierre sèche qui faisaient sûrement partie de nos alignements ici. Hein. Un très bel exemple. Ici, on a encore carrément le menhir hein, qui a été intégré au mur et tous ces autres fragments hein, qui allaient sûrement avec. Alors, il y en a encore un menhir ici, celui-là qui est encore dressé. Donc tout ça, hein, ça faisait partie de l'alignement qui ici. On voit qu'il manque énormément de blocs. Les blocs ont été retirés du champ à cet endroit-là hein, pour faire tous ces murets en pierre sèche, typiques de la Réunion. Il commence à faire très beau et très chaud. On voit très bien les alignements ici, hein, les amis. Alignements qui continuaient, hein, qui ont été coupés ici par la route et donc qui continuaient jusque-là, hein, avec des très petites pierres dans cette sorte de dépression qui remonte ensuite au fur et à mesure jusqu'au moulin de Carmo qu'on voit là-bas. On peut rentrer dedans, hein. On était déjà passé l'année dernière. On a une très belle vue de là-haut, donc j'irai vous prendre quelques images. Et nous, pour l'instant, on continue notre chemin dans cette direction. Toujours d'anciennes bâtisses construites au milieu des alignements. Sûrement que celle-là est très vieille. Vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'elle est en granit, donc sûrement fait avec des menhirs. Ici, on a carrément des blocs intégrés au mur. Donc ça, c'est des menhirs, hein, je pense, avec des fragments d'autres menhirs qui ont été faits pour faire ce muret de pierre sèche qui a été bétonné depuis. On a aussi une source d'eau dans cette petite structure, identique à celle que l'on avait vue dans le hameau du Ménec. Et ici, on voit très très bien les alignements, les amis. Avec toujours hein, cette distance d'1 mètre, 1 mètre 50 entre chaque bloc.
Ici, ils sont un peu plus joints, mais on aura du mal à dire s'ils étaient comme ça à l'origine. On voit qu'il manque énormément de blocs, je pense. Je pense qu'ici, il y avait plusieurs fils à l'origine et peut-être que ça a disparu. En regardant bien, on a l'impression de voir un petit monticule dans cet espace vide. On pourrait avoir ici les restes d'un ancien tumulus, l'alignement ayant été construit par-dessus, comme pour le tertre du Magno que l'on verra dans une prochaine vidéo. Vous voyez ici, on a une très très belle file avec des pierres qui finissent par faire environ 40 cm de haut. Et la file continue derrière moi, donc jusqu'à ces 3 menhirs qu'on voit un petit peu en travers. On va un peu s'attarder dessus, les amis. Alors les amis, je vous laisse admirer ces beaux blocs. Ils sont appelés les menhirs de la Trinité et on peut faire une première constatation. Ils sont à angle droit avec l'alignement. Vous voyez quand on tourne, on voit bien la file ici. Donc ça les met énormément en valeur. Donc des menhirs perpendiculaires, des menhirs aussi, vous pouvez voir assez imposants, avec 2 menhirs d'environ 3 mètres de haut qui encadrent un autre menhir un petit peu à taille humaine. Donc c'était peut-être uniquement pour mettre ces menhirs en valeur, mais ça pourrait être aussi une sorte de porte d'entrée vers ces alignements de Kermario. Peut-être qu'à cet endroit-là, ça nous indiquait tout simplement qu'il fallait traverser dans cette direction et peut-être commencer les processions. Si vous avez vu ma vidéo sur les alignements de Chabus, peut-être que vous vous souvenez que j'avais émis donc une théorie par rapport à ces regroupements de blocs. Eh bien, on a peut-être aussi une représentation de la famille, avec par exemple le père, la mère et l'enfant. La famille était sûrement quelque chose de très important à l'époque quand même, la famille, le clan. Et on a peut-être une de ces représentations. Je pense qu'ici on a ce que j'appelle un ventre bombé. Donc c'est ce qui me fait penser vraiment à une figure féminine. On a une tête ici qui est très très bien dessinée. On pense également que ces menhirs seraient plus anciens que ceux de l'alignement. Les bâtisseurs les auraient en quelque sorte incorporés au monument. Ils étaient aussi peut-être associés aux hypothétiques tumulus que j'ai évoqués précédemment. Peut-être que déjà eux à l'époque aussi avaient l'impression, ne savaient pas exactement qui c'est qui avait posé ces blocs et avaient peut-être l'impression que pour eux ils étaient peut-être un peu sacrés ou magiques. Ils y ont sûrement vu comme moi une représentation familiale. Alors regardez, je viens de rencontrer un couple de Polynésiens avec qui on a pas mal discuté de nos 3 merveilleux blocs. Le mari, natif de la Polynésie, m'expliqua que chez eux il y avait aussi des pierres dressées et qu'on pensait que l'esprit des ancêtres s'y réfugiait. Et c'est vrai que même lui, il a vu la représentation d'une famille. Et il a eu une remarque assez pertinente, parce que vous voyez ces 2 autres blocs devant. Et bien pour lui, le bloc du milieu, c'était le premier enfant en fait, celui qui allait prendre la direction du clan ou de la famille ensuite. Et on avait les 2 autres enfants, les cadets. Une rencontre très sympathique en tout cas, et ils m'ont même invité en Polynésie. C'est vrai que ça ferait un beau voyage. En continuant le parcours, on peut voir 2 menhirs isolés. En fait, ce sont des faux et ils ont été plantés assez récemment. Il me semble en mémoire de l'ancien président de l'association Menhir Libre. Regardez, le tracteur qui arrive vers nous. Prépare les champs pour cet été parce qu'aujourd'hui il fait très beau. Regardez, on est assez proche ici quand même des plus gros blocs de Kermario. Toujours intéressant. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les approcher ceux-là les amis. J'ai pu le faire en octobre 2024 et on verra ça dans une future vidéo. De retour au départ des alignements de Kermario. Titine m'attend là-bas. On finit sur ce très beau dolmen, un couloir simple.
Donc il y a environ 6 ou 7 orthostates de chaque côté, la dalle de soutien au fond, et environ 3 dalles de couverture, mais on dirait qu'il en manque une, peut-être le bloc qui est ici à son pied. Un beau dolmen à couloir restauré en 1929 par Zachary Lorousik. On le verra mieux dans la vidéo où j'ai pu visiter Kermario de l'intérieur. Et voilà les amis, hein, c'était les alignements de Kermario. Donc comme vous avez pu voir, ils sont vraiment superbes. Je les aime beaucoup, beaucoup. Surtout avec ces 3 gros blocs, hein. La Trinité, avec le Père, le Fils et la Mère, selon moi. Alors les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis bonne soirée, à bientôt, sûrement à la semaine prochaine, et surtout restez curieux. Allez les amis, je vous fais la bise, au revoir.